Bienvenue, bon réveil, nous sommes le vendredi 1er avril, c'est l'heure de s'informer avec Jim Moscovic et surtout avec son invité que nous avons par téléphone, Stéphane Juffa. Bonjour Stéphane. Bon, bonjour, c'est pas Stéphane Juffa, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Ah voilà, il a compris que nous étions le 1er avril. Voilà. Bonjour Alex et bonjour aux auditeurs. Bienvenue, je vous laisse avec Jim. Bonjour Stéphane, je vois que ça commence bien, vous m'avez l'air bien en forme. Alors Stéphane, on va rentrer dans le vif du sujet, on s'attardera sur les blagues en fin d'interview si vous voulez bien, parce qu'on a beaucoup de sujets au niveau de l'actualité israélienne, de l'actualité internationale aussi. On va commencer tout d'abord avec l'affaire de corruption dans laquelle serait impliqué le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri. Aryeh Deri qui a déjà été condamné pour des faits de corruption. Stéphane, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est être nommé ministre de l'Intérieur alors qu'on a déjà été accusé de corruption. On pardonne vite en Israël, non? Ouais, vous l'avez dit, la réponse est dans la question, Jim. Mais je fais ça très bien, oui. À l'époque, c'est pas un poisson d'avril. À l'époque, Aryeh Deri avait été envoyé en prison pour 3 ans, c'était en 2000. Il avait été contraint de démissionner. On lui reprochait, enfin, il a été accusé même pour avoir reçu 155 000 dollars de pots de vin. Hein. C'est assez grave pour pour un ministre de l'Intérieur, en fait. Responsable de la police notamment. Et c'est une peine grave, une peine qui est atteinte d'inéligibilité pour 7 ans. Donc le monsieur a été inéligible non seulement pour la Knesset et pour un poste ministériel, mais il n'aurait même pas pu être maire de son patelin. Et puis, comme il occupe la première position du parti Chasse, le parti qui dépend de la plus grande formation séfarade orthodoxe du pays, et puis que c'est vraiment un parti central, un des 4 ou 5 plus grands partis politiques d'Israël, et que Netanyahou en avait besoin pour former sa coalition, mais simplement il lui a reproposé le même portefeuille, un type donc qui a fait de la prison pour corruption, et même pour bonne conduite on lui a enlevé 1 année, mais il a quand même fait 2 ans de tôle. Et on avait été plus que surpris. La Haute Cour de justice avait dit que c'était assez choquant, que au niveau de la loi, c'était possible, mais au niveau de l'honorabilité, au niveau des valeurs du pays, c'était quand même étonnant. Puis il semble qu'il est retrempé dans le même genre d'affaires. On ne sait pas, en fait, on est très clair, on ne sait pas. La police ne sait pas d'où il a trouvé l'argent pour acheter autant de maisons. En analysant tout simplement ses feuilles de paye, le salaire qu'il obtient de la seule occupation qu'il puisse remplir, c'est-à-dire celle de ministre de l'Intérieur, accessoirement également député à la Knesset, eh bien, il n'a pas assez de revenus pour acheter toutes ces maisons. Donc il y a eu la nouveauté, c'est hier, décision de l'ouverture d'une enquête pénale. Et puis, non seulement au plan personnel, ça fait peser certaines menaces sur l'avenir d'Aryeh Deri, mais également au niveau politique pour Israël. On rappelle aux auditeurs que la coalition actuelle a uniquement un siège d'avance sur l'opposition. Donc, si Deri devait renoncer à son portefeuille et surtout à son siège à la Knesset, on serait dans une situation où le gouvernement actuel ne pourrait plus gouverner le pays. Donc vous venez de nous le dire, on pourrait avoir un problème au niveau, donc si en cas d'une possible démission, ça pourrait faire basculer la coalition. Est-ce qu'on peut réellement s'attendre à de réels changements au niveau du paysage politique? On avait vu certains politiques, je crois que c'était le président de Yesh Atid, qui disait qu'il faudrait maintenant un gouvernement d'union nationale. C'est une possibilité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voire même des élections anticipées à nouveau? Alors d'abord, la menace d'élection anticipée en Israël, elle existe tout le temps. Elle existe en plus parce qu'on a une coalition très hétéroclite avec des intérêts très divergents au sein des formations qui la composent. Mais je propose quand même de ne pas tout mélanger parce que là, on a un cas pénal. Et s'il y a de nouvelles élections, s'il y a de nouvelles alliances qui devaient se créer, c'est simplement parce que un des députés, et peut-être tout son parti, aussi Jim, parce que
On sait que dans la formation de chasse, eh bien, on a vite fait de condamner, de critiquer le gouvernement central pour de prétendus mauvais traitements infligés aux séfarades. Donc il est tout à fait possible aussi que tous les députés du chasse quittent le navire, donc la coalition, et puis là on aurait un dérèglement, mais ce ne serait pas un dérèglement politique, ce serait un dérèglement issu d'une affaire pénale, et ça change tout. Au niveau du reste de la politique des discussions, il y a toujours la possibilité d'un gouvernement d'union nationale, mais évidemment que si la coalition de Bibi Netanyahou est affaiblie par cette affaire, c'est-à-dire qu'il est le dos au mur, eh bien les formations de l'opposition ne vont pas lui tendre la main pour former un gouvernement d'union nationale. Ils vont au contraire frapper le plus fort possible pour essayer de remplacer ce gouvernement par une autre coalition. Donc c'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas du tout dans l'intérêt du Premier ministre. Stéphane, on passe maintenant à l'autre affaire en Israël de la semaine. C'est l'affaire du soldat israélien accusé de meurtre. Alors ça a déclenché également un débat, notamment sur les protocoles d'ouverture du feu au sein même de l'armée israélienne. Stéphane, on analyse ça avec vous d'ici un petit instant, mais d'abord on va écouter les précisions de Simon Mewissen. Jeudi dernier, un soldat israélien a été filmé en train de tirer dans la tête d'un assaillant palestinien. Les faits se sont déroulés plus de 10 minutes après qu'il ait été blessé et désarmé. Une vidéo atteste les faits et questionne les protocoles d'ouverture du feu de l'armée. Les règles qui déterminent quand un soldat doit tirer sur quelqu'un et comment. Le sujet est controversé depuis le début de la vague terroriste en cours et depuis l'affaire du bus 300 en 1984. Les officiers du Shin Bet avaient alors exécuté 2 terroristes palestiniens alors qu'ils avaient déjà été capturés et arrêtés. Pour certains, le soldat de Hebron a grossièrement violé ces règles d'engagement. Pour d'autres, le soldat a observé les règles d'engagement puisqu'il craignait que l'assaillant ne puisse toujours mener une seconde attaque. En octobre dernier, le Times of Israel avait discuté des règles d'engagement avec Amishai Cohen, chercheur de l'Institut pour la démocratie d'Israël. Selon lui, il y a 2 ensembles de régulations pour ouvrir le feu. Un en temps de guerre, l'autre dans les situations d'application de la loi. Simplement énoncer les règles d'engagement dans les situations d'application de la loi, celles appliquées dans le cas qui nous occupe, sont: l'armée demande aux soldats d'utiliser autant de force que nécessaire pour neutraliser une menace, mais une fois que cette personne ne représente plus un danger, aucune force supplémentaire ne doit être utilisée. Quoi qu'il en soit, le débat reste houleux en Israël. De nouveaux éléments ne cessent de provoquer des rebondissements dans l'enquête. Dimanche dernier, un témoignage disait que le soldat aurait dit à un autre membre de son unité que l'assaillant palestinien méritait de mourir avant le tir. Il aurait ensuite répété cette déclaration à son commandant après les faits. Le soldat franco-israélien, qui reste anonyme, fait maintenant face à des accusations d'homicide involontaire. Stéphane, voilà les précisions de Simon Mewissen. Je pense que vous avez également des nouveaux détails à nous apporter concernant cette affaire. Ouais, disons, au niveau de l'ouverture du feu, des conditions d'ouverture du feu, on en a largement parlé la semaine dernière. Et il y a rien de nouveau. Les nouveaux détails, c'est que le juge militaire, le lieutenant-colonel Ronel Shore, l'a fait libérer de la prison civile. Il est maintenant en état d'arrêt dans sa base principale de la brigade Kfir, la brigade à laquelle il appartient. Le procureur militaire a fait appel. Le Premier ministre Netanyahou a parlé au père du soldat tireur. Il lui a demandé de faire confiance à la justice. Et puis pour résumer les choses, il y a personne qui est mieux placé que le lieutenant-colonel Aduram Rigler, qui est le procureur militaire et qui a dit la chose suivante. Le soldat est suspecté d'avoir délibérément tiré, et sans raison, d'un point de vue opérationnel, pendant que le terroriste était étalé par terre, après que le dit terroriste ait préalablement été déjà atteint par des tirs d'autres soldats de Tsahal. Et Rigler continue, on ne voit aucun signe de menace vitale ou de nécessité de légitime défense sur la vidéo. Et il précise, il a tiré en position debout, pas en train de charger un terroriste, ce qui ressemble à un comportement de sang-froid. Donc, si le colonel Aduram Rigler a raison, eh bien on est en présence. On ne parle plus d'assassinat. Assassinat, c'est donc de tuer quelqu'un avec une intention préalable, mais de meurtre. Le soldat s'est trouvé là, et puis il a eu l'occasion de tuer un terroriste palestinien. Avec une petite parenthèse, sur l'AFP, on ne parle pas du tout dans les communiqués
de l'état de terroriste, du caractère de terroriste. On parle d'un soldat israélien qui a assassiné un Palestinien. C'est bien entendu très grave au niveau de l'information. Et c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la vérité narrative, hein, parce que on a affaire à un soldat d'une brigade dont d'autres soldats se font attaquer et blesser et poignarder et qui doit réagir. C'est-à-dire que on ne peut pas, nous, a posteriori, dans un studio de sang-froid, juger de la réaction émotive des soldats ou du soldat. Il a vu son copain se faire agresser au poignard et au moment où il réagit, il ne sait pas si son ami, son collègue soldat est en vie parce qu'il a été évacué blessé et ensanglanté de l'endroit où l'incident a eu lieu. Donc il ne connaît pas ce qui va advenir de l'état de santé de son camarade qui a été agressé par le terroriste qui est par terre, il y en a 2 d'ailleurs, qui a déjà reçu 2 balles pour parer à cette attaque de la part d'autres soldats. Donc c'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça, dans ce genre de cas compliqués, que la communauté, la société israélienne est divisée d'un côté entre la nécessité de comprendre ce soldat et les autres soldats, de la nécessité, Jim, quand des soldats sont attaqués, qui ne réfléchissent pas pendant une demi-heure pour savoir s'il faut tirer sur un terroriste ou pas tirer sur un terroriste, parce qu'à ce moment-là, nous, on va devoir ramasser des corps inertes de soldats, puis on préfère quand même des corps inertes de terroristes. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas que Tsahal perde son âme, et il faut continuer, bien entendu, à fonctionner à l'intérieur de règles très précises, parce que sinon on tombe dans l'anarchie avec chaque personne qui détient une arme en Israël qui devient un meurtrier en puissance. Et puis dans ces conditions d'anarchie, tout le monde tire sur tout le monde et puis donc on perd notre comment dire, notre droit éthique de nous défendre. Et puis au niveau de l'armée, eh bien, on n'arrive plus à décider du fonctionnement de l'armée, à donner des ordres et à les faire respecter. Donc on est dans un cas d'école qui est évidemment très très important. Stéphane, on va déjà passer au dernier sujet de cet entretien. Je sais qu'il vous tient à cœur. Je ne vais pas non plus vous demander de nous refaire l'imitation du ministre des Affaires étrangères iranien, mais on va parler de l'Iran en tout cas, parce qu'il y a eu un article qui a été publié sur le site de l'AMENA. Je vais d'ailleurs citer les premières lignes. Les grandes puissances n'ont pas levé les sanctions. Vous parlez des sanctions concernant l'accord nucléaire sur l'Iran. Ce qui devait être fait en janvier, l'Iran passe son temps à signer des chèques en blanc. Alors Stéphane, tout d'abord, d'où l'AMENA tient ces informations ? C'est pas très compliqué. On sait que l'Iran a un PIB, un produit intérieur brut nominal de 549 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que chaque Iranien crée des richesses pour environ 5300 dollars par année, ce qui est très très peu. Comparé à Israël crée des richesses au total pour 300 milliards de dollars et la participation de chaque habitant est de l'ordre de 35 000 dollars. Donc 300 milliards pour Israël, 549 milliards pour l'Iran, ok, mais l'Iran est un pays de 80 millions d'habitants et Israël est un pays de 8 millions et demi d'habitants. C'est-à-dire que l'Iran a un PIB qui est moins de 2 fois supérieur à Israël, mais qui est 10 fois plus grand qu'Israël. Donc c'est tout cela pour dire l'Iran est un pays qui est très pauvre, qui est juste en dehors de la catégorisation de pays en voie de développement, qui a rien en Iran, qu'il manque de l'essence raffinée, ce qui est un petit peu bizarre pour le pays qui a la deuxième réserve de pétrole au monde, la quatrième réserve de pétrole et la deuxième de gaz naturel. C'est énorme comme réserve, mais l'Iran est incapable de les exploiter. L'Iran produit 1,5 barils
1,5 million de barils par jour, alors qu'avant la situation de crise avec la communauté internationale, l'Iran en était à 3,5 millions de barils par jour et qu'il espérait maintenant arriver à 4 ou 4 millions et demi de barils par jour, mais on stagne toujours à 1,5 million de barils par jour. Et puis à l'époque, eh bien le pétrole valait, enfin à l'époque, il y a quelques années, le pétrole valait 130, 140, on est même arrivé à $150 le baril, alors qu'aujourd'hui le meilleur pétrole, le Brent, est cloué en dessous des 40 dollars le baril, ce qui est très très bas. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'intérêt à développer, à chercher, à forer, et les Iraniens vont avoir de la peine à trouver des associations avec des sociétés de forage. Donc tout cela également pour dire que l'Iran est très pauvre, et l'Iran comptait sur le déblocage des sanctions qui devait advenir à la mi-janvier pour récupérer 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais ces 100 milliards, ils sont déjà hyper hypothéqués, c'est-à-dire par les dettes actuelles de l'Iran, et l'Iran qui continue à développer ses missiles balistiques, l'Iran qui n'a pas d'argent pour son marché intérieur, qui n'a pas d'argent pour ses médicaments, pour ses produits de base, l'Iran qui soutient financièrement le terrorisme, qui soutient la guerre en Irak, en Iran, au Yémen, qui a pratiquement, par l'intermédiaire de ses proxys du Hezbollah, pris le pouvoir au Liban. Ça coûte énormément d'argent. Et donc, même si l'Iran recevait ou débloquait plutôt ces 100 milliards de dollars, eh bien, ces 100 milliards de dollars, si on peut se permettre de parler dans un langage populaire, ils sont déjà bouffés en tout cas 6 ou 7 fois. Alors, les Iraniens, l'État aide, les hommes d'affaires iraniens se baladent dans le monde entier, font des commandes. Par exemple, la plus grande dont on a tous entendu parler, c'est l'achat de 128 Airbus de tous les types, y compris, je crois, 12 Airbus A380. Il y en a pour 27 milliards et demi. Et puis on sait aussi en aviation que le prix d'achat correspond à 15% du prix de possession sur 20 ans d'un avion, c'est-à-dire qu'il y en a pour 100 milliards de dollars, en cinquième du PIB annuel. Et à un moment, donc on n'a rien inventé, on n'a pas de source particulière pour établir notre analyse, mais on sait lire les chiffres, et les chiffres existent dans la presse, et les chiffres du Fonds monétaire international au niveau des ressources de l'Iran, ce qui nous suffit largement pour affirmer que l'Iran n'a pas l'argent pour acheter le premier pneu du premier Airbus qu'elle a commandé. Et si l'Iran avait acheté que des avions, ça irait encore, mais l'Iran a acheté des voitures, l'Iran a acheté beaucoup de machines, beaucoup d'usines, l'Iran a acheté des systèmes de missiles en Russie, l'Iran a acheté des dizaines d'avions chasseurs-bombardiers chinois, et l'Iran n'a pas d'argent aujourd'hui pour survenir à ses besoins, est en état de faillite, et continue de faire des achats en hypothéquant. Alors c'est vrai que l'Iran a de très grosses réserves au niveau des combustibles fossiles, au niveau du pétrole et du gaz naturel, mais le pétrole et le gaz naturel au niveau de réserve, ils sont dans la terre, et ça va prendre des années si tout va bien, d'abord si les sanctions sont levées pour en sortir de l'argent, et puis on ne sait pas combien d'argent, et on ne connaît pas à ce moment-là quel sera le cours du pétrole. Donc tous ces hommes d'affaires européens qui se rendent à Téhéran, qui lèchent les pieds des ayatollahs pour faire des affaires, et qui reviennent avec des contrats mirobolants, c'est très joli, mais ces contrats sont vides de sens pour la plupart. C'est-à-dire qu'aucun bien et aucun équipement ne vont être transférés en Iran avant qu'il y ait des garanties très très solides de paiement de la part des Iraniens, des garanties que les Iraniens ne sont pas capables de fournir actuellement, Jim. Stéphane, merci pour toutes ces précisions sur l'Iran. On reviendra bien évidemment dans le courant de la semaine et d'ores et déjà vendredi prochain sur cette affaire. Stéphane, avant de nous quitter, j'aimerais revenir sur votre entretien de la semaine dernière. J'étais exceptionnellement absent. C'est Yannick Farkas qui me remplaçait. Et apparemment, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Stéphane, je pense que vous avez parlé de sport dans cet entretien. Je propose de réécouter votre réponse de la semaine dernière. On revient là-dessus avec vous d'ici quelques instants.
Bon, ça s'est passé hier. Il y a pas de doute quant à ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire on en a déjà parlé sur cette antenne pendant. C'est quelque chose qui nous a sauté aux yeux sans avoir passé du tout. Puis à la fin, il y a bien une équipe qui marquait en goal et continuait leur chemin vers le train ou l'autobus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Eh bien, Yannick, ça change pas grand-chose. Alors Stéphane, qu'avez-vous essayé de nous dire la semaine dernière là-dessus? Ouais, c'est très précis, hein. C'est comme à mon habitude, c'est de l'orfèvrerie au niveau de l'analyse. Alors, ce que j'ai à dire, c'est qu'évidemment, si on enlève le début des phrases, le milieu et la fin, on a absolument ce genre d'analyse. Je pense qu'il s'agissait du reportage sur un match de lévrier afghan jouant au hockey sur gazon. Ouais, on va se le réécouter, on va se faire plaisir, Stéphane, en freestyle à 8h22, si vous me le permettez, parce que on n'a vraiment pas compris. Bon, c'est passé hier. Il n'y a pas de doute quant à ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire on en a déjà parlé sur cette antenne pendant. C'est quelque chose qui nous a sauté aux yeux sans avoir passé du tout. Puis à la fin, il y a bien une équipe qui marquait en goal et continuait leur chemin vers le train ou l'autobus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Eh bien, Yannick, ça change pas grand-chose. Oui, je pense qu'on peut dire que vous étiez légèrement fatigué vendredi passé, mon cher Stéphane. Voilà, Stéphane, on va tout de même remercier Joey à la technique qui nous a concocté ce petit montage. Ça vous montre aussi la puissance des médias. En coupant quelques mots, on peut complètement changer des phrases et même les dénuer de sens. Joey, on va régler ce problème la prochaine fois. C'est pas différent aux antennes. Par Bruxelles. Mais bon, à mon corps défendant, le hockey sur gazon par des lévriers afghans, c'est une nouvelle discipline olympique, donc je m'essayais à... Voilà, le golf et les lévriers afghans. J'aimerais bien être avec vous. Je vous souhaite à tous à Bruxelles un excellent 1er avril et de meilleures informations pour la suite du printemps. On l'espère également, Stéphane, on vous souhaite une excellente